Ma sœur a toujours été l'enfant chéri, nos parents payaient son loyer, lui ont acheté une maison, et ont même effacé ses dettes. Je m'appelle Marie, et voici comment mon histoire commence. Ma sœur a toujours été l'enfant chéri de la famille. Mes parents payaient son loyer, lui ont acheté une maison, et ont même effacé ses dettes. Lors du dîner de Noël, elle a découvert que j'avais, discrètement, bâti par moi-même, une entreprise de 25 millions de dollars. Elle s'est effondrée par terre, en pleurant, et a exigé que je lui donne, au moins 15 millions. Pendant ce temps, maman hurlait que j'avais volé l'avenir de ma sœur. En grandissant dans notre banlieue de Philadelphie, j'ai appris très tôt, que l'amour, dans notre famille, était soumis à des conditions. Ma sœur, Megan, recevait la version inconditionnelle. Moi, Marie, je recevais la version où il fallait mériter, la moindre petite miette d'approbation. Et même alors, ce n'était jamais tout à fait suffisant. Megan avait 3 ans de plus que moi. Et depuis le moment où j'ai pu former des souvenirs cohérents, elle occupait le centre de l'univers de nos parents. Elle avait ses yeux d'un vert éclatant, qui semblaient pétiller quand elle souriait, et d'épais cheveux auburn, qui tombaient en ondulations parfaites. Les gens lui disaient toujours qu'elle devrait être mannequin. Notre mère, Patricia, rayonnait de fierté, chaque fois que quelqu'un complimentait le physique de Megan. J'avais les mêmes couleurs, les mêmes traits, en réalité, mais d'une manière ou d'une autre, sur moi, ça ne rendait pas du tout pareil. Ou peut-être que si, mais personne ne prenait la peine de le remarquer. Quand Megan a eu 8 ans, elle a décidé qu'elle voulait prendre des cours de danse classique. En l'espace d'une semaine, nos parents l'avaient inscrite dans la plus prestigieuse académie de danse de la ville, lui achetant des juste-au-corps sur mesure et des chaussons hors de prix. Les leçons coûtaient une fortune. Quand moi, Marie, j'ai eu 8 ans, et que j'ai demandé si je pouvais essayer la gymnastique, papa m'a dit que nous devions être réalistes par rapport au budget. J'ai découvert des années plus tard que le mois même où j'avais fait ma demande, ils avaient acheté à Megan un piano à queue quart de queue, parce que son professeur de danse avait mentionné qu'elle avait un bon sens du rythme. Le lycée a cristallisé cette dynamique en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Megan a reçu une Honda Civic flambant neuve pour son 16e anniversaire, avec un gros nœud rouge, garé dans l'allée. Tout le quartier est sorti pour voir ça. Maman et papa se tenaient là, rayonnants, pendant que Megan poussait des cris perçants et sautait de joie. Quand j'ai eu 16 ans, ils m'ont dit que je pourrais utiliser le vieux break de maman, le week-end, à condition de payer mon propre essence. J'ai travaillé dans une sandwicherie, après les cours, pour pouvoir me le permettre. Megan a traversé le lycée, sans effort, avec des notes médiocres, et a été acceptée dans une université d'état correcte. Nos parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, sa chambre, et sa pension. Ils lui ont donné une carte de crédit, pour ses dépenses, et lui envoyaient des chèques d'argent de poche, tous les mois. Elle a changé de matière principale, 4 fois en 5 ans. Et elle a finalement obtenu son diplôme, en communication, sans aucun véritable plan d'avenir. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, avec une moyenne parfaite de 4.0, et une bourse d'études complète, pour une bonne école de commerce. La réponse de maman a été de dire qu'il était bien que les choses se soient passées ainsi, puisqu'il n'aurait, de toute façon, pas eu les moyens de nous envoyer toutes les deux à l'université. C'est à l'université que j'ai commencé à construire ma propre vie, séparée de la toxicité de la maison familiale. Moi, Marie, j'ai cumulé 3 emplois à temps partiel, en plus de ma bourse. Non pas parce que j'en avais besoin, pour payer mes frais de scolarité, mais parce que je voulais de l'argent, pour investir en moi-même. Pendant que Megan publiait des photos sur Instagram, de ses vacances à la plage, financées par nos parents, j'apprenais tout ce que je pouvais, sur la création de réseaux professionnels, et la recherche d'opportunités. Après l'université, Megan est retournée vivre chez nos parents, et y a logé gratuitement, pendant 2 ans, le temps de trouver sa voie. Elle a travaillé sporadiquement, dans des emplois de vente au détail, démissionnant à chaque fois qu'elle s'ennuyait, ou qu'elle avait un conflit avec un manager. Nos parents la soutenaient, à 100%. Pendant ce temps, j'avais déménagé à Boston, pour un poste d'analyste junior, dans une entreprise de taille moyenne. Je partageais un appartement exigu, avec 3 colocataires, et je mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs, pour pouvoir payer mon loyer. Megan a fini par emménager, avec son petit ami, Travis, et nos parents ont immédiatement commencé
à payer son loyer. L'appartement était situé dans un quartier branché, avec des murs en briques apparentes, et des baies vitrées, du sol au plafond. Je lui ai rendu visite une fois, et j'ai failli m'étouffer, quand Megan a mentionné, d'un ton désinvolte, que le loyer mensuel s'élevait à 2800 $. Maman et papa donnent un coup de main, avait-elle dit, avec un haussement d'épaule, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai créé mon entreprise quand j'avais 26 ans. Cela a commencé comme un projet parallèle, où je conseillais de petites entreprises sur leur efficacité opérationnelle. Moi, Marie, j'avais un don pour identifier les goulots d'étranglement et simplifier les processus. Et j'étais doué pour expliquer des solutions complexes d'une manière qui avait du sens pour des personnes qui n'étaient pas des spécialistes des données. Mon premier client a été une chaîne de boulangerie en difficulté qui perdait énormément d'argent à cause de pratiques de gestion des stocks désastreuses. Après que j'ai restructuré leur système de commande, ils ont économisé 40% sur leurs coûts en l'espace de 3 mois. Le bouche à oreille a fait son œuvre. J'ai décroché de plus en plus de clients. En l'espace d'1 an, je gagnais plus avec mes activités de conseil qu'avec mon emploi principal. J'ai démissionné, et je me suis lancé à plein temps. Le travail était brutal, à ses débuts. Des semaines de 80 heures, penchées sur des feuilles de calcul et des présentations, des appels téléphoniques, et des réunions interminables. J'ai adoré chaque seconde de cet épuisement. Au moment où moi, Marie, j'ai eu 30 ans, j'avais une équipe de 12 employés, et un bureau dans le centre-ville de Boston. Nous étions spécialisés dans le conseil opérationnel pour les entreprises de taille moyenne. Celles qui étaient assez grandes pour avoir de vrais problèmes, mais trop petites pour se payer les cabinets prestigieux qui facturent des tarifs ridicules. Nos services étaient de premier ordre, mais à des prix équitables, et notre réputation a grandi rapidement. J'ai tout gardé secret vis-à-vis de ma famille. Ils savaient que j'avais ma propre entreprise de conseil, mais je restais délibérément vague sur les détails. Quand ils me demandaient comment ça se passait, je répondais « bien » ou « plutôt bien » et je changeais de sujet. Marie ne veut jamais parler de son travail, disait maman. Tu es tellement secrète, Marie, renchérissait Megan. Il n'insistait jamais, pour obtenir plus d'informations. Honnêtement, il n'avait jamais l'air très intéressé. La vie de Megan a poursuivi sa trajectoire prévisible. Travis et elle ont rompu après 3 ans, et elle est de nouveau retournée vivre chez nos parents. 6 mois plus tard, elle a rencontré Derek dans un bar à vin. Derek avait un emploi stable dans la vente de produits pharmaceutiques et semblait être quelqu'un de posé. Ils se sont fiancés dans l'année qui a suivi. La bague de fiançailles a, probablement, coûté plus cher que tout ce que j'avais dépensé en loyer pendant toute ma vingtaine. Le mariage fut une affaire extravagante, dans un country club, coûtant facilement dans les 75 000 $. Nos parents ont tout payé. J'étais demoiselle d'honneur, ce qui impliquait d'acheter une robe hors de prix, que je ne porterai plus jamais, et d'organiser une fête prénuptiale, qui m'a coûté 3 mois d'économie minutieuse. Pendant la réception, papa a prononcé ce discours larmoyant, sur la fierté qu'il éprouvait pour Megan, d'avoir trouvé un partenaire aussi merveilleux, et sur le fait qu'elle méritait tout le bonheur du monde. Il ne m'a pas mentionné une seule fois, moi, Marie. Après le mariage, maman et papa ont acheté à Megan et Derek une maison, en guise de cadeau de mariage. Pas un acompte, mais la maison entière. 3 chambres, une cuisine rénovée, un joli jardin, et un bon quartier scolaire. Le prêt hypothécaire était au nom de Megan et de Derek, mais nos parents l'ont remboursé, dans son intégralité. Megan publiait constamment des photos, exhibant ses projets de décoration d'intérieur, et organisant des dîners très élaborés. Moi, Marie, j'ai acheté mon propre appartement, à peu près à la même époque. Un modeste 2 pièces, pour lequel j'avais économisé, pendant des années, afin de pouvoir me l'offrir. J'en étais fier. Fier que chaque paiement provienne de l'argent que j'avais, moi-même, gagné. Quand je l'ai mentionné, lors du dîner du dimanche, maman a dit « C'est bien, ma chérie ». Et elle s'est immédiatement replongée dans la discussion sur les projets de Megan, pour l'aménagement de son patio, dans le jardin. Mon entreprise continuait de croître. À 32 ans, j'avais 40 employés, répartis dans 2 bureaux. Nous avions élargi nos services, et commencé à prendre en charge
des clients plus importants. Les revenus augmentaient de façon exponentielle, mais je gardais un style de vie relativement modeste. J'ai échangé mon appartement contre un endroit plus agréable, dans un meilleur quartier. J'ai acheté une voiture fiable, et j'ai pris de vraies vacances, pour la première fois de ma vie. Mais, je n'en faisais pas tout un étalage. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et une part de moi sentait toujours que je devais prouver que je n'étais ni gaspilleuse, ni frivole. Il y a eu un dîner du dimanche, pendant cette période, auquel je repense, encore aujourd'hui. J'avais commis l'erreur de mentionner que j'allais embaucher un directeur des opérations. Ce qui signifiait que mon entreprise devenait suffisamment grande pour avoir besoin de postes de direction. Papa avait levé les yeux de son rôti et avait demandé quelle était la fourchette de salaire pour un poste comme celui-là. Quand je lui ai répondu que nous proposions entre 129 000 et 150 000 $, selon l'expérience, il a écarquillé les yeux. « Tu paies quelqu'un ce prix-là » avait-il dit, comme si moi, Marie, j'étais en train d'avouer un crime. C'est un salaire compétitif, pour ce type de rôle, avais-je expliqué. Les bons talents coûtent cher. Megan avait ri, de ce petit rire aigu. Ça doit être agréable, de jeter l'argent par les fenêtres, comme ça. Certains d'entre nous doivent vraiment respecter un budget. L'ironie de la situation était stupéfiante. Elle était assise dans une maison que nos parents avaient achetée contents. Tandis que moi, j'avais passé des années à gérer chaque dépense avec précaution pour faire croître mon entreprise. Mais le lui faire remarquer aurait déclenché une dispute. Alors, j'ai simplement changé de sujet et j'ai posé une question sur le jardin de maman. Ce qui m'a vraiment frappé, à propos de ce dîner, c'est ce qui a suivi. 2 semaines plus tard, Megan m'a appelé, à l'improviste. Ce qui était inhabituel, puisque nous nous parlions à peine, en dehors des réunions familiales. Elle avait été gentille, au début, me demandant comment j'allais, et faisant la conversation, sur la pluie et le beau temps. Puis, elle en était venue au fait. Alors, je repensais à ce que tu as dit, au sujet du recrutement, avait-elle commencé. Et je me suis dit que, peut-être, je pourrais travailler pour ton entreprise, Marie. J'ai cligné des yeux, devant mon téléphone. Nous ne recrutons pas vraiment, pour ces postes, en ce moment. Et quand nous le faisons, nous publions généralement des annonces, sur des sites d'emploi, et nous passons par un processus d'entretien formel. Mais je suis ta sœur, avait-elle répondu, comme si c'était là, une qualification en soi. Tu n'aurais pas besoin de me faire passer un entretien. Tu sais déjà, que je serais doué pour ça. Les autres employés ne respecteraient pas ça, avais-je expliqué. Ça ressemblerait à du favoritisme. De plus, le trajet de Philadelphie à Boston serait difficile. Elle s'était tue, puis avait dit, je croyais que tu voudrais m'aider. C'est ce que font les sœurs, non? Après avoir raccroché, je m'étais senti coupable, pendant environ 1 heure. Avant de réaliser qu'elle ne m'avait, pas une seule fois, demandé ce que mon entreprise faisait réellement. Ni à quoi ressemblait la culture d'entreprise. Ni quelles compétences pouvaient être requises. Elle voyait juste cela, comme une opportunité d'emploi facile. Un moyen d'obtenir de l'argent, sans aucun effort. Elle avait fait exactement ce que nos parents avaient toujours fait pour elle, supposer qu'elle méritait des choses, du simple fait d'exister. Pendant ce temps, Megan accumulait des dettes, de cartes de crédit. Elle ne travaillait pas, depuis son mariage, affirmant qu'elle était trop occupée, à gérer la maison. Ce qu'elle faisait réellement, c'était de faire des achats en ligne en permanence, et de retrouver ses amis, pour des déjeuners hors de prix. Derek gagnait bien sa vie, mais pas assez pour soutenir ses habitudes de dépenses. Moins de 3 ans après leur mariage, ils avaient accumulé 50 000 $ de dettes. Nos parents ont tout payé. L'intégralité. Ils ont simplement fait un chèque, et effacé le solde. Quand je l'ai appris, lors d'un dîner de famille, j'ai dû m'excuser, et aller m'asseoir dans ma voiture, pendant 20 minutes, pour assimiler ma rage. 50 000 $ donnés sans la moindre hésitation. Alors qu'on m'avait dit, que nous ne pouvions pas nous permettre, de payer des leçons de gymnastique, quand j'étais enfant. J'ai cessé d'assister au dîner de famille, pendant un certain temps. Après cela, j'ai trouvé des excuses. Sur le fait que j'étais débordé de travail, sur mes voyages d'affaires. N'importe quoi,
pour éviter de m'asseoir à cette table, et de faire semblant que tout était normal. Maman m'appelait de temps en temps, me laissant des messages vocaux. Me demandant si j'allais bien, si je mangeais suffisamment, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Marie, rappelle-nous. Nous nous inquiétons pour toi. Son inquiétude sonnait creux. Elle ne posait jamais de questions sur mon entreprise, au-delà des politesses de surface. Papa, lui, n'appelait presque jamais. Au cours de cette période de distance, j'ai déjeuné avec ma tante Linda. La sœur aînée de maman, qui avait toujours été le mouton noir de la famille. Elle avait déménagé à Seattle, des décennies auparavant, et ne revenait que pour les grandes fêtes. Autour d'un repas vietnamien, dans le restaurant de son hôtel, elle m'avait demandé de but en blanc, pourquoi j'avais l'air si malheureuse, à chaque fois que j'étais près de mes parents. Moi, Marie, j'avais été honnête avec elle. D'une façon que je n'avais jamais eue, avec personne d'autre dans la famille. Je lui ai parlé des années passées, à regarder Megan tout obtenir, pendant que moi, je n'avais rien. Du fait de travailler à m'en tuer, pendant que ma sœur publiait des photos de vacances. De la dette de carte de crédit, qu'ils avaient remboursée, sans même scier. Linda avait posé ses baguettes, et m'avait regardé, avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mêlée de frustration. Ta mère a toujours fait ça, avait-elle dit. Même quand nous étions enfants, il lui fallait un chouchou. Comme j'étais l'aînée, j'étais censée être responsable, et indépendante. Elle a materné notre plus jeune sœur, jusqu'à ses 25 ans, au point qu'elle n'arrivait pas à fonctionner comme une adulte. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Ai-je demandé, doucement. Je l'ai fait, à de multiples reprises. Elle se mettait sur la défensive, et disait que j'étais jalouse, ou que j'exagérais. J'ai fini par réaliser que la seule façon d'avoir la paix, c'était de déménager à l'autre bout du pays, et de ne les voir que 2 fois par an. Elle s'était penchée par-dessus la table, et avait serré ma main. Tu n'es pas obligé de continuer à te sacrifier, sur l'autel des obligations familiales. Marie, Patricia a fait ses choix, sur la personne en qui elle voulait investir. Tu ne lui dois pas ta réussite, simplement parce qu'elle a misé sur la mauvaise fille. Cette conversation est restée gravée en moi. Linda a été la première personne, dans ma famille, à reconnaître que ce que j'avais vécu n'était pas normal. Que ce n'était pas juste. Et que ce n'était pas à moi de réparer les choses. Elle m'a donné la permission d'être en colère, sans essayer d'arrondir les angles, ou de chercher des excuses. Elle m'a aussi dit quelque chose, que j'ai ressassé dans mon esprit, pendant des mois, par la suite. La partie la plus difficile, avait-elle affirmé, ce sera quand ils remarqueront enfin, que tu as réussi. Parce qu'ils s'attendront à ce que tu finances, la vie qu'ils pensent que Megan mérite. Ils croiront sincèrement, que tu lui dois bien ça. Parce que tu as eu l'audace de réussir, alors que c'était elle, qui était censée être la fille spéciale. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était excessivement dramatique. Mes parents n'étaient pas si mauvais que ça, m'étais-je dit. Ils avaient été injustes, certes, mais ils n'allaient pas, réellement, s'attendre à ce que je leur remette mon argent. En y repensant aujourd'hui, je réalise que Linda avait vu, exactement, ce qui se profilait à l'horizon. Au moment où moi, Marie, j'ai eu 35 ans, mon entreprise était évaluée à 25 millions de dollars. Nous avions grandi pour atteindre 90 employés, nous avions des clients dans tout le pays, et nous étions courtisés, par plusieurs grandes firmes, intéressées par un rachat. J'avais des offres sur la table, qui allaient me rendre plus riche, que je ne l'avais jamais imaginé possible. Mon conseiller financier n'arrêtait pas d'utiliser des expressions comme « richesse générationnelle » et « option de retraite anticipée ». Tout cela me paraissait irréel. J'avais également commencé à sortir avec Jessica, une avocate d'affaires que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage. Elle était intelligente, drôle, et avait sa propre dynamique familiale compliquée. Ce qui lui permettait de comprendre la mienne, sans que j'aie besoin de tout lui expliquer. Après 6 mois de relation, je lui ai raconté toute l'histoire, au sujet de Megan, et de mes parents. Elle m'a écouté, sans m'interrompre. Puis, elle a prononcé la chose la plus libératrice que l'on m'ait jamais dite. Tu ne leur dois rien, Marie. Ni ton temps, ni ton argent, ni même ton énergie émotionnelle. Tu as bâti quelque chose d'incroyable en dépit d'eux, et non grâce à eux.
Cette conversation a fondamentalement changé ma façon de percevoir ma situation. Pendant des années, une petite part de moi cherchait encore l'approbation de mes parents. Espérant toujours qu'ils remarqueraient ma réussite et qu'ils en seraient fiers. Jessica m'a aidé à comprendre que je n'allais jamais obtenir d'eux ce dont j'avais besoin. Et plus important encore, que je n'en avais, en fait, plus du tout besoin. Le dîner de Noël a eu lieu cette même année. C'était à la mi-décembre, et il faisait un froid anormal pour la saison, même pour Philadelphie. Maman m'avait appelé, pendant des semaines, insistant pour que je vienne à la célébration familiale. Répétant que cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas été tous réunis. Jessica m'a encouragé à y aller, disant que cela me permettrait peut-être de tourner la page d'une manière ou d'une autre. J'ai accepté, bien que j'ai eu un étrange pressentiment à ce sujet. Moi, Marie, je suis arrivé chez mes parents vers 15 heures. L'endroit était fidèle à lui-même. Décoré à l'excès, avec des guirlandes, des lumières, et un sapin gigantesque, trônant dans le salon. La voiture de Megan était déjà garée dans l'allée. Un SUV flambant neuf, que je ne connaissais pas. Probablement, encore un autre cadeau. Megan a ouvert la porte, l'air harassé. Elle avait pris un peu de poids, depuis la dernière fois que je l'avais vue, et ses cheveux étaient tirés en arrière, dans une queue de cheval négligée. « Oh, tu es vraiment venu » a-t-elle lancé. Ce qui n'était pas exactement un accueil très chaleureux. Je l'ai suivi à l'intérieur. Derek était assis sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone, et il m'a à peine adressé un regard. Maman s'est précipitée, pour me serrer dans ses bras, s'exclamant sur ma minceur, et sur le fait que je devais manger davantage. « Marie, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu manges, au moins? Est-ce que tu travailles trop ?» Papa m'a donné une étreinte raide, et est immédiatement retourné, regarder le match de football américain. Le dîner a été gênant, dès le début. Maman avait préparé son buffet élaboré habituel. Assez de nourriture pour nourrir 20 personnes, alors que nous n'étions que 5. La conversation était guindée, pleine de longs silences, et de banalités de surface. Megan a parlé de ses projets, pour redécorer leur salon. Derek s'est plaint de son patron. Maman a parlé de son club de lecture. Papa a grogné de temps en temps, mais s'est surtout concentré sur son assiette. Puis, maman m'a demandé, avec ce ton pointu qui lui était propre, si je faisais toujours mon truc de conseil. Le mépris dans sa voix m'a fait serrer la mâchoire, mais j'ai gardé une voix calme. Oui, les affaires marchent bien, ai-je répondu, simplement, moi, Marie. Ça doit être agréable d'avoir des horaires aussi flexibles, est intervenue Megan. J'aimerais bien pouvoir travailler de chez moi, quand ça me chante. J'ai ravalé ma réplique, sur le fait que je travaillais 70 heures par semaine, et que je n'avais pas pris un vrai jour de congé, depuis des mois. À la place, j'ai simplement hoché la tête, et j'ai pris une autre bouchée de purée. Tu pourrais peut-être aider ta sœur à trouver du travail dans le conseil, a suggéré maman. Megan a pensé à se remettre sur le marché du travail. N'est-ce pas, chérie? Megan a plissé le nez. Je ne sais pas trop, pour le conseil, spécifiquement. Je pensais plutôt à de l'organisation d'événements, ou à quelque chose de créatif. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ton projet de décoration d'intérieur? Ai-je demandé, me souvenant qu'elle l'avait mentionné l'année dernière. Ça n'a pas marché, a-t-elle balayé d'un revers de main. Les clients étaient tellement exigeants. Ils voulaient que tout soit fait pour hier, et ne voulaient pas payer ce que je valais. La plupart des clients sont exigeants, ai-je fait remarquer. C'est un peu comme ça que les affaires fonctionnent. Megan s'est hérissée. Eh bien, tout le monde n'a pas envie d'être un bourreau de travail, sans vie en dehors de son boulot, Marie. La remarque est restée en suspens dans l'air. Jessica et moi venions tout juste de rentrer d'un voyage de 2 semaines au Japon. Mais Megan l'ignorait totalement. Parce qu'elle ne posait jamais de questions sur ma vie. J'aurais pu le mentionner. J'aurais pu me défendre. Mais, j'étais fatigué de cette dynamique. J'ai simplement haussé les épaules. En parlant de ça, a dit papa, me regardant pour la première fois de la soirée. Tu as quel âge, 35 ans maintenant? Quand vas-tu te ranger?
Derek et Meghan parlent d'essayer d'avoir des enfants bientôt. Je fréquente quelqu'un, ai-je lâché. Elle s'appelle Jessica. Elle est avocate. Oh, a fait maman. Son visage exécutant cette mimique complexe, où elle essayait d'avoir l'air ravie, sans parvenir à cacher sa surprise. C'est bien. Il faudra la mener, la prochaine fois. La prochaine fois. Comme s'il y allait, indubitablement, y avoir une prochaine fois. Comme si je n'avais pas évité ces réunions, pour de très bonnes raisons. Meghan s'est adossée à sa chaise. Une main posée sur son ventre, d'une manière qui semblait un peu théâtrale. Franchement, je ne sais pas comment tu fais, pour vivre seule à Boston, et travailler tout le temps. Tu ne te sens pas seule? Moi, je serais malheureuse, sans Derek, et sans ma famille, tout près. Et voilà, ça recommençait. Cette subtile insinuation, que ma vie valait moins que la sienne, d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle ne ressemblait pas à la sienne. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le mince fil de patience auquel je m'accrochais, a finalement cédé. En fait, ai-je dit. Ma voix était calme, mais avec un côté tranchant. Je vais vraiment très bien. L'entreprise a franchi des étapes majeures cette année. C'est super, ma chérie, a dit maman, distraitement. Elle se levait déjà, pour débarrasser les assiettes. Meghan, raconte à ta sœur, les nouveaux meubles que tu as choisis. Mais Meghan me regardait, avec un intérêt soudain. Captant peut-être, quelque chose dans mon ton de voix. Quel genre d'étape? Je n'aurais rien dû dire. J'aurais pu laisser couler. J'aurais pu garder mon succès secret, comme je le faisais depuis des années. Mais le fait d'être assise à cette table, d'écouter les mêmes commentaires dédaigneux, et de constater le même manque d'intérêt, pour tout ce que je faisais, m'a donné envie qu'ils sachent. Juste une fois. Je voulais qu'ils comprennent ce que j'avais bâti, pendant qu'ils étaient occupés à s'extasier, sur les choix de meubles de Meghan. Nous sommes en pourparlers pour une acquisition, ai-je dit simplement. Plusieurs cabinets sont intéressés, par le rachat de l'entreprise. Derek a levé les yeux de son téléphone, pour la première fois. Attends, sérieusement? Combien il propose? J'ai hésité, puis je me suis dit que, puisque j'en étais arrivé là. La valorisation actuelle se situe autour de 25 millions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman s'est figée, à mi-chemin vers la cuisine, une pile d'assiettes dans les mains. La fourchette de papa est tombée dans son assiette avec un bruit métallique. La bouche de Meghan s'est littéralement ouverte. 25 millions, a répété papa, lentement, comme s'il soupesait les mots. Ton entreprise vaut 25 millions. À peu de choses près, ai-je répondu, en prenant une gorgée d'eau. Ma main tremblait légèrement, mais j'ai essayé de garder une expression neutre. Maman a reposé les assiettes sur la table, avec assez de force, pour en filer une. Comment est-ce possible? Tu as une petite entreprise de conseil. Tu travailles depuis chez toi. J'ai 90 employés, répartis dans 2 bureaux, ai-je corrigé. Nous avons des clients majeurs, dans 15 États. Je n'ai pas travaillé de chez moi, depuis des années. 90 employés. La voix de Meghan montait dans les aigus. Comment as-tu pu avoir 90 employés? Quand est-ce que ça s'est passé? Progressivement, au cours des 9 dernières années. Les calculs se faisaient, visiblement en temps réel, sur leur visage. Il y a 9 ans, Meghan se préparait pour son mariage. Le mariage pour lequel, ils avaient dépensé 75 000 $. Et pendant qu'ils signaient des chèques, pour sa robe, ses fleurs, et le bar à volonté, moi, je construisais une entreprise de plusieurs millions de dollars, à partir de zéro. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? A exigé maman. Il y avait un ton accusateur, dans sa voix. Comme si moi, Marie, j'avais délibérément caché des informations, auxquelles ils avaient droit. Je vous l'ai dit, à de multiples reprises. Vous n'avez jamais demandé de détails. Tu as dit que tu allais bien. A protesté Meghan. Tu as dit que les affaires marchaient bien. Tu n'as jamais dit que tu étais multimillionnaire. Je ne le suis pas, techniquement. L'entreprise est évaluée à ce prix. Ma valeur nette personnelle est différente. Différente à quel point, a demandé papa, sans détour. Je l'ai regardé, lui,
puis chacun d'entre eux. Et, j'ai senti un étrange détachement m'envahir. Après impôts, et divers autres facteurs, probablement quelque part, entre 12 et 15 millions, à titre personnel. Selon l'offre que j'accepterai. Meghan a émis un son, comme si elle venait de recevoir un coup de poing. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Elle s'est levée brusquement. Sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Et puis, ses genoux ont semblé céder. Elle n'est pas tout à fait tombée, elle s'est plutôt effondrée, se rattrapant à la table, alors qu'elle glissait vers le sol. Derek a bondi pour la rattraper. Mais elle pleurait déjà. À voix haute, poussant des halètements qui semblaient provenir du plus profond de sa poitrine. Ce n'est pas juste, a-t-elle gémi, sa voix écorchée par une véritable angoisse. Ce n'est pas juste. Comment as-tu autant d'argent? Comment est-ce seulement possible? Maman s'est précipitée, s'agenouillant à côté de Meghan, et me lançant un regard qui était du venin, à l'état pur. Regarde ce que tu as fait, Marie. Tu as bouleversé ta sœur. J'ai répondu à une question, ai-je dit, d'un ton plat. Tu as caché tout ça, a accusé maman. Pendant tout ce temps, tu as été secrètement riche, pendant que ta sœur a rencontré des difficultés. L'absurdité de cette déclaration m'a presque fait rire. Meghan, qui n'avait jamais payé de loyer de sa vie. Qui possédait une maison, sans aucune hypothèque. Dont les 50 000 $ de dette de carte de crédit avaient été effacés avec un chèque. Aurait rencontré des difficultés. Meghan était toujours sur le sol. Derek essayait de l'aider à se relever, mais elle semblait incapable, ou refusait, de se tenir debout. Ses pleurs avaient pris une tournure frénétique. Tu dois m'aider, a-t-elle haleté, entre deux sanglots. Tu dois me donner de l'argent. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas tout garder pour toi, alors que je n'ai rien. Tu as une maison, ai-je fait remarquer. Une voiture. Pas de dette. Parce que maman et papa m'ont aidé. A-t-elle hurlé. C'est ce que fait la famille. Ils s'entraident, n'est-ce pas? Ai-je répondu, lentement. C'est ce que fait la famille. L'insinuation planait. Meghan avait reçu de l'aide, toute sa vie. Moi, Marie, je n'avais reçu que des critiques et de l'indifférence. Et maintenant, elle s'attendait à ce que je perpétue le schéma, à ce que je joue le rôle de la bienfaitrice, parce que nos parents avaient décidé qu'elle le méritait plus que moi. Papa s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous devrions peut-être tous nous calmer et discuter de cela de façon rationnelle. Mais Meghan était bien au-delà de la rationalité. Elle avait réussi à se remettre sur ses pieds, mais pleurait toujours, le visage couvert de plaques rouges, et le maquillage coulant. Tu dois me donner au moins 15 millions, a-t-elle dit, sa voix prenant une teinte désespérée. Au moins. Tu n'as pas besoin de tout cet argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'as même pas de famille. Meghan, a dit Derek doucement, essayant de la retenir. Mais, elle l'a repoussé. Je suis sérieuse. 15 millions, c'est plus qu'équitable. Il te reste quand même 10 millions. Tu sais ce que je pourrais faire, avec 15 millions? Tu sais à quel point ça changerait ma vie. Que as-tu fait pour les mériter, ai-je demandé, ma voix étant plus froide que je ne l'avais prévu. Maman a fait un pas en avant. Elle tremblait de rage. Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après que nous t'ayons élevé, et donné un foyer, et une éducation. Vous ne m'avez rien donné, les jeux interrompus. Et des années de colère réprimée se sont soudainement déversées. Vous avez tout donné à Meghan. Vous avez payé pour sa voiture, ses études, son loyer, son mariage, sa maison, ses dettes. J'ai eu une bourse, et 3 emplois à temps partiel. N'osez pas prétendre que vous m'avez soutenu de la même façon. Nous avons fait de notre mieux, a dit papa, mais il n'arrivait pas à croiser mon regard. Nous avions des ressources limitées. Vous avez remboursé 50 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit l'année dernière. Vous lui avez acheté une maison d'une valeur de 300 000 $. Vos ressources semblaient plutôt illimitées quand il s'agissait de Meghan. Elle avait davantage besoin d'aide, a déclaré maman. Il y avait maintenant une note suppliante dans sa voix.
Tu as toujours été si indépendante, si capable. Megan n'avait plus besoin de nous. Alors, vous l'avez assisté, ai-je tranché, moi, Marie. Vous lui avez appris qu'elle n'aurait jamais à travailler pour obtenir quoi que ce soit. Que quelqu'un viendrait toujours la sauver. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je perpétue ce schéma. Megan avait arrêté de pleurer. Elle me regardait, avec des yeux rougis. Tu ne vas vraiment pas m'aider. T'aider avec quoi? Exactement. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu veux de l'argent parce que j'en ai, pas parce que tu en as besoin. J'en ai besoin, a-t-elle hurlé. Le son était si fort, qu'il a fait tressaillir tout le monde. Tu as volé mon avenir. Cet argent devrait être à moi. Si maman et papa avaient su que tu allais être riche, ils auraient économisé leur argent, au lieu de m'aider. Tu me le dois. Maman hochait la tête, comme si cette logique dérangée avait un sens parfait. Elle a raison, a dit maman. Tu as volé son avenir. Si nous avions su, nous aurions fait des plans différents. Tu aurais dû nous le dire. Pour que vous puissiez, faire quoi, ai-je demandé. Me demander de l'argent, plutôt? Me faire culpabiliser d'avoir réussi? Tu es égoïste, a dit maman, sa voix calme et froide. Nous t'avons élevé, pour être meilleur que ça. La famille prend soin de la famille. Ta sœur a besoin d'aide, et tu es assise sur des millions de dollars, à ne rien en faire. J'ai bâti cette entreprise, ai-je affirmé, en me levant de table. J'ai fait des semaines de 80 heures, pendant des années. J'ai sacrifié mes relations amoureuses, mon sommeil, et tout ce qui ressemblait à une vie normale, pendant ma vingtaine. Chaque dollar que vaut cette entreprise, vient de mon travail, de mes idées, de mes efforts. Pas des vôtres, pas de ceux de Megan. Des miens. Mais tu fais partie de la famille, a dit Megan, semblant véritablement confuse. Comme si elle n'arrivait pas à comprendre, pourquoi ce n'était pas suffisant. Tu es censé partager avec ta famille. De la manière dont tu as partagé avec moi, ai-je demandé. De la façon dont tu as proposé ton aide, quand je cumulais 3 emplois, pour payer mon loyer. De la façon dont tu as pensé à quelqu'un d'autre que toi-même, pendant 5 minutes. Je traversais des périodes difficiles, a-t-elle faiblement protesté. Tu faisais des achats en ligne, et tu te faisais faire des manucures. Pendant que moi, je mangeais des nouilles au dîner, 4 soirs par semaine. Derek était resté silencieux, pendant presque toute la discussion. Mais maintenant, il prenait la parole. Écoutez, je pense que tout le monde a besoin de respirer un bon coup. C'est visiblement très émotionnel pour tout le monde. Reste en dehors de ça, lui a aboyé Megan. C'est entre moi et ma sœur Marie. Mais moi, j'en avais terminé. J'ai attrapé mon manteau, sur le dossier de la chaise, l'enfilant avec des mains tremblantes. Je m'en vais. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir, a déclaré maman. Et il y avait un ton définitif, dans sa voix. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Et je n'ai rien vu d'autre, que du droit de cuissage, et de la colère. Aucune fierté, pour ce que j'avais accompli. Aucune reconnaissance, de l'inégalité qu'elle avait perpétuée, pendant des décennies. Juste de la fureur, parce que je ne rentrais pas dans le rang. D'accord, ai-je dit, simplement. Megan a fait un bruit d'étouffement. Tu ne peux pas juste partir. Nous n'avons pas fini d'en discuter. Si, nous avons fini, ai-je répondu. Il n'y a rien à discuter. Mon argent, est mon argent. Je ne vais pas te donner 15 millions, ni 1500, ni même 15. Tu es une sœur horrible, a craché Megan. Une personne horrible, et égoïste. J'espère que tu finiras seul, avec tout ton argent, et personne avec qui le partager. J'aurais pu dire, tellement de choses. J'aurais pu lui faire remarquer, que je ne l'étais pas. Que j'avais Jessica, que j'avais des amis qui tenaient vraiment à moi. Que j'avais construit une vie, remplie de personnes qui m'accordaient de la valeur, pour bien plus que mon compte en banque. Mais je ne devais aucune explication à Megan. Au revoir, ai-je dit à la place, et j'ai marché vers la porte. Papa m'a suivi, m'attrapant le bras, alors que j'atteignais la poignée. Attends une minute. Parlons-en rationnellement. Il y a peut-être un compromis possible.
Quel compromis, ai-je demandé, d'une voix fatiguée, moi, Marie. Je lui donne un peu d'argent, mais pas autant qu'elle en veut, pour qu'elle puisse m'en vouloir d'être radine? Pour que vous puissiez tous me dire, que j'aurais dû donner davantage. C'est ta sœur, a-t-il dit, impuissant. Elle ne s'est jamais comportée, comme telle. J'ai dégagé mon bras, et je suis sorti dans l'air froid, de décembre. Derrière moi. Je pouvais entendre Mégane crier. Sa voix était aiguë, et se brisait. Maman pleurait, maintenant, avec de forts et dramatiques sanglots. Papa a appelé mon nom, une fois. Mais, je ne me suis pas retourné. Je suis resté assise dans ma voiture, pendant un long moment. Les mains serrées sur le volant, essayant d'assimiler ce qui venait, tout juste, de se passer. Mon téléphone s'est mis à vibrer, presque immédiatement. Des textos de maman, de papa, de Mégane. Je ne les ai pas lus. J'ai simplement démarré la voiture, et j'ai conduit. Jessica m'attendait à mon appartement, quand je suis rentré à Boston. Elle avait fait le trajet depuis chez elle, lorsque je lui ai envoyé un texto, pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle avait du vin, et des plats à emporter. Et elle m'a laissé fulminer, pendant 2 heures d'affilée, avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que tu te sens coupable, a-t-elle fini par demander. J'y ai réfléchi, honnêtement. Non. C'est terrible de dire ça? Pas même un petit peu. Ils ont fait leur choix. Tu as fait les tiens. Ils n'ont pas le droit de réécrire l'histoire, maintenant que les tiens ont mieux fonctionné, a dit Marie. Au cours des semaines suivantes, les messages ont continué. Maman envoyait de longs emails. Disant à quel point ils étaient tous blessés, que j'avais trahi la famille, et qu'ils m'avaient toujours soutenu, même si je ne m'en rendais pas compte. Les messages de Mégane, alternaient entre des supplications, et des accusations haineuses. Papa a tenté l'approche raisonnable. Suggérant que nous nous asseyions tous, pour trouver une solution, comme s'il s'agissait d'une négociation. J'ai fini, par tous les bloquer. Ça a fait l'effet d'arracher un pansement. Douloureux, mais nécessaire. Par l'intermédiaire de connaissances communes, j'ai entendu dire que Mégane racontait, à qui voulait l'entendre, que j'avais volé de l'argent à la famille. Que j'avais bâti mon entreprise, en utilisant les ressources que nos parents m'avaient données. Ces mensonges étaient absurdes. Mais certaines personnes y ont cru. J'ai perdu quelques connaissances à cause de cela. Des gens qui connaissaient Mégane avant moi, et qui ont pris son parti. Ça a fait mal, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. J'ai accepté l'une des offres d'acquisition. L'accord a été conclu en mars. Et après les impôts, les frais, et le paiement des investisseurs, je suis reparti, avec un peu plus de 13 millions de dollars. J'ai créé un fonds fiduciaire, pour mes futurs enfants. J'ai investi la majeure partie de la somme, de façon prudente. Et j'ai fait un don important, à des organisations qui aident les entrepreneurs de première génération, et les femmes d'affaires. Jessica et moi, nous sommes fiancés, 6 mois après le désastre de Noël. Elle m'a fait sa demande en mariage, sur une plage dans le Maine. Pas de tralala, ni de mise en scène élaborée. Juste nous deux, et une simple question. J'ai dit oui, avant même qu'elle n'ait fini de la poser. J'ai appris par une connaissance commune, que Mégane et Derek ont divorcé 2 ans après l'explosion du repas de Noël. Apparemment, Derek entretenait une liaison avec une collègue de bureau. Et Mégane l'a découvert, de la façon la plus sordide qui soit. Elle est, de nouveau, retournée vivre chez nos parents. Et d'après ce que je comprends, il continue de la soutenir, financièrement. Maman a essayé de me contacter, lorsqu'elle a appris mes fiançailles. M'envoyant une carte, avec un petit mot, disant qu'elle espérait que je reconsidérerais ma décision de couper les ponts. Disant que la famille reste la famille, peu importe les désaccords. J'ai renvoyé la carte, sans l'ouvrir. Certaines personnes me disent, que je devrais me réconcilier avec eux. Que la vie est courte, et que la famille est importante. Mais ces personnes, n'ont pas grandi en étant traitées, comme des êtres inférieurs. Elles n'ont pas vu chacun de leurs accomplissements, être minimisés, pendant que la médiocrité de quelqu'un d'autre, était célébrée. Elles ne comprennent pas, que parfois, la chose la plus saine à faire, est de s'éloigner. Je suis heureuse, maintenant. Réellement heureuse. Jessica et moi,
avons acheté une maison ensemble. Nous avons adopté un chien, et commencé à parler, d'avoir des enfants. L'acquisition de mon entreprise m'a conduite à des opportunités de conseil pour d'autres sociétés. Et je gagne plus d'argent aujourd'hui que je ne l'ai jamais fait en dirigeant ma propre entreprise. Moi, Marie, j'ai des amis qui célèbrent mes réussites et qui me soutiennent lors de mes échecs. J'ai construit la vie que je voulais. Celle pour laquelle j'ai travaillé. Et je ne ressens aucune culpabilité à ce sujet. Aux dernières nouvelles, Meghan racontait aux gens que les problèmes d'argent de nos parents étaient de ma faute. Que si j'avais aidé la famille, ils ne seraient pas en difficulté. Désormais, le discours a changé, je ne lui dois plus de l'argent à elle spécifiquement, mais je leur en dois à tous. Comme si ma réussite avait créé une sorte de dette que je ne pourrais jamais rembourser. Je me demandais autrefois si j'avais fait le bon choix en quittant ce dîner de Noël et en ne regardant jamais en arrière. Mais à chaque fois que je doute de moi-même, je me rappelle Meghan s'effondrant sur le sol, exigeant 15 millions de dollars, comme si cela lui était dû. Je me rappelle maman hurlant que j'avais volé l'avenir qu'ils avaient prévu. Je me rappelle des décennies à avoir été ignorée, rejetée et traitée comme si j'étais moins importante. Et je me rappelle que j'ai bâti quelque chose d'incroyable, malgré tout. Non pas grâce à eux, mais en dépit d'eux. Ils n'ont pas investi en moi. Ils n'ont pas soutenu mes rêves. Ils ne croyaient pas que j'étais capable de réussir. Ils n'ont pas le droit de récolter les fruits d'un travail qu'ils n'ont jamais valorisé. Certains pourraient qualifier cela de comportement froid. J'appelle cela de l'instinct de conservation. J'appelle cela reconnaître que les liens du sang ne vous obligent pas à vous immoler par le feu, juste pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Surtout quand cette personne n'a jamais pris la peine de vérifier si vous aviez froid, pour commencer. Jessica m'a demandé une fois s'il me manquait parfois. Ne serait-ce que les bons moments de mon enfance. Je lui ai dit la vérité. Les meilleurs moments de ma vie ont commencé quand j'ai arrêté d'attendre leur approbation. Et quand j'ai commencé à bâtir quelque chose dont ils ne pouvaient pas s'attribuer le mérite. Ma sœur a toujours été l'enfant chéri. Elle a reçu l'amour, l'argent, le soutien inconditionnel. Elle a eu des parents qui croyaient en elle. Qui ont financé ses rêves. Qui l'ont sauvée de la moindre de ses erreurs. Moi, j'ai reçu quelque chose de bien meilleur. J'ai obtenu la liberté de réussir, selon mes propres termes. De savoir que tout ce que je possède provient de mes propres mains et de mon propre esprit. J'ai eu l'opportunité d'apprendre que moi, Marie, j'étais capable de bien plus que ce que quiconque dans cette famille n'avait jamais voulu admettre. Et en fin de compte, cela vaut bien plus que tout ce qu'ils auraient jamais pu m'offrir. Même si, eux, ne le comprendront jamais.